bonjour à tous, moi je suis le docteur Fabiano, effectivement je suis radiothérapeute ici à l'HEGP et donc on va voir aujourd'hui un petit peu survoler la radiothérapie, en tout cas voir en quoi c'est utile dans le traitement du cancer du sein, comment ça se déroule en pratique et quels sont les principaux effets secondaires liés au traitement. Et je voulais commencer par vous rappeler un petit peu quel est le principe en fait, du traitement par radiothérapie pour bien comprendre les choses. Donc la radiothérapie, vous savez, c'est le traitement du cancer grâce aux radiations ionisantes. Alors concrètement, on envoie un faisceau vers la zone qu'on veut traiter, donc en l'occurrence ici dans ce qui nous intéresse le sein, et ça va provoquer des interactions avec la matière qui est traversée par les rayons. À l'échelle de la cellule tumorale, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça va créer des lésions sur l'ADN des cellules. Plus les cellules se divisent rapidement, plus les cellules vont être sensibles aux rayons. Et or, on sait que les cellules tumorales sont justement des cellules qui ont acquis la capacité de se multiplier beaucoup plus rapidement que les cellules entre guillemets, normales de l'organisme. Donc une fois qu'il y a les lésions qui sont créées sur l'ADN, deux possibilités, soit la cellule elle arrive à réparer les dégâts, elle survit, soit les dégâts sont trop importants et elle est détruite. Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est que les cellules tumorales, elles ont comme deuxième caractéristique d'avoir perdu leur capacité de réparation d'ADN. Et donc, au fur et à mesure des séances de radiothérapie qui ont lieu tous les jours, l'effet s'accumule et de plus en plus de cellules tumorales sont détruites. Donc là, vous allez me dire, bah oui, mais donc qu'est-ce qui se passe pour les cellules qu'on ne veut justement pas détruire? Donc par exemple, les cellules saines de la peau du sein. En fait, justement, les cellules saines, elles ne s'utilisent pas plus rapidement, donc elles sont moins radiosensibles et surtout, elles n'ont pas perdu leur capacité de réparation. Donc entre deux séances, elles arrivent à réparer les lésions et donc il y a beaucoup moins de cellules qui sont détruites. C'est pour ça que la radiothérapie crée beaucoup plus de lésions dans les cellules tumorales que dans les cellules saines. C'est ce qu'on appelle l'effet différentiel et c'est vraiment à la base de l'effet thérapeutique de la radiothérapie. Ensuite, donc, pour ce qui est de la production des rayons, on utilise maintenant depuis une vingtaine d'années des machines qui s'appellent les accélérateurs linéaires de particules, qui sont tous un peu conçus de la même façon, c'est des machines qui ressemblent à ça. Le faisceau sort de la tête de l'accélérateur, le bras de l'accélérateur est mobile, qui nous permet d'adapter l'entrée du faisceau à la zone qu'on veut traiter, et puis le patient il est allongé sur une table de traitement très mobile, qui nous permet vraiment d'ajuster sa position de façon très précise pour le traitement. Parce que le point clé de la radiothérapie, c'est un traitement qui est vraiment personnalisé. Il n'y a pas deux radiothérapies du sein qui sont pareilles, donc c'est adapté à chaque morphologie, adapté à chaque forme de sein. Ça, c'est un point qui est extrêmement important à comprendre. Donc maintenant qu'on a vu ces principes, à qui propose-t-on une radiothérapie? Premier cas, et c'est donc de loin le plus fréquent, la patiente a eu une chirurgie conservatrice du sein, on en a juste retiré un petit morceau là où il y avait la tumeur. Dans ce cas-là, l'indication de radiothérapie post-opératoire du sein restant est systématique, que la tumeur soit infiltrante ou pas, parce qu'on sait, alors maintenant avec vraiment de nombreuses études, je vous passe les détails, mais on a vraiment beaucoup de recul et on sait vraiment que la radiothérapie dans cette indication diminue le risque de récidive locale dans le sang irradié, mais aussi le risque de décès par cancer. Donc, chirurgie conservatrice égale radiothérapie post-opératoire. Deuxième situation, la patiente a eu une mastectomie totale, donc on a enlevé toute la glande mammaire. Donc là, évidemment, on ne parle plus de radiothérapie du sein, on parle maintenant de radiothérapie de la paroi restante, parce qu'il y a un risque de récidive au niveau notamment de la cicatrice de mastectomie. Dans ces cas-là, c'est un petit peu plus compliqué, on discute au cas par cas. Toutes les patientes n'auront pas de radiothérapie post-opératoire. On va la proposer aux patients qui ont une atteinte ganglionnaire associée ou qui ont des facteurs d'agressivité. Ça peut être un grade élevé, un âge jeune, moins de 40 ans, la présence d'emboles, etc. Donc en tout cas, on discute au cas par cas en RCP pour proposer l'indication d'irradiation pariétale complémentaire. Puisque là aussi, on a effectivement pas mal d'études maintenant qui nous ont montré que ça diminuait de façon très significative le risque d'atteinte de récidive locale et de mortalité par cancer chez les patientes, notamment qui ont une atteinte ganglionnaire et les patientes qui ont une tumeur un peu plus agressive. Enfin, troisième situation, à chaque fois qu'il y a une atteinte ganglionnaire, donc des ganglions qui sont situés autour du sein,
que ça soit détecté sur le curage axillaire, sur la technique du ganglion sentinelle ou sur l'imagerie. Là, il y aura toujours une indication de radiothérapie également, des aires ganglionnaires, mais aussi du sein ou de la paroi, le cas échéant. Alors en pratique, donc, comment ça se passe? Donc, comme je vous l'ai dit, on prend la décision de radiothérapie en post-opératoire lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire où tous les praticiens impliqués dans la prise en charge sont réunis. Si une radiothérapie est indiquée pour la patiente, tout commence bien sûr par la consultation de radiothérapie avec l'oncologue radiothérapeute, où on va expliquer pourquoi on propose la radiothérapie, quelles sont les modalités pratiques, les effets secondaires bien sûr, et puis on va examiner, vérifier que la cicatrice du sein est bien faite pour qu'on puisse commencer le traitement. En pratique, en général, on va dire que le traitement dure, selon les schémas classiques, 5 à 7 semaines, où la patiente doit venir tous les jours, ou au moins 4 à 5 fois par semaine. Mais de plus en plus, quand les conditions sont réunies, on peut proposer un schéma plus concentré, ce qu'on a dit un schéma hypofractionné, où on fait déplacer la patiente que 3 semaines, 5 jours par semaine. On ne peut pas le proposer à toutes les patientes, mais à chaque fois qu'on peut, on le fait, parce qu'évidemment c'est beaucoup plus confortable pour la patiente. À la sortie de la consultation, la patiente ressort avec une date de scanner dosimétrique. Donc, concrètement, ça ressemble à c'est un scanner, et ça nous permet en fait de faire l'acquisition des données anatomiques de la patiente, à partir desquelles on va faire tous nos calculs pour préparer le traitement personnalisé de chaque patiente. C'est aussi au cours de ce scanner qu'on va déterminer la position de traitement, qui est très importante, que la patiente devra après avoir à chaque séance de radiothérapie. C'est vraiment primordial. En l'occurrence, pour la radiothérapie du sein, on installe la patiente sur le dos avec un plan incliné, là comme vous voyez sur l'image, et puis les bras relevés, puisque évidemment, on veut vraiment dégager la zone du sein et des tissus autour qu'on va traiter. Une fois que le scanner dosimétrique est fait, le prochain rendez-vous de la patiente, ce sera un rendez-vous de mise en place qui a lieu environ 15 jours après. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces 15 jours? Pendant ces 15 jours, on n'a pas besoin de la patiente, mais c'est là que l'équipe de physique et de dosimétrie va travailler avec le médecin, parce qu'on va faire toute la balistique du traitement, donc voir quel faisceau on utilise, l'énergie des faisceaux, etc., pour justement faire ce fameux traitement personnalisé à chaque anatomie. Une fois que la dosimétrie est validée par le médecin, séance de mise en place. Là, c'est une sorte de séance à blanc où on fait venir la patiente et on vérifie que tous les paramètres qu'on a calculés sont bien conformes à la position du patient, à la morphologie de la patiente, etc., qu'il n'y a pas de problème particulier. Une fois que c'est validé, encore une fois par le médecin, les séances de radiothérapie commencent, en général le lendemain ou le surlendemain. Et donc chaque séance se déroulera toujours de la même façon, environ une durée de 15 minutes. On commence par installer la patiente de façon très précise, parce que c'est vraiment primordial pour la qualité du traitement. Éventuellement, on vérifie par quelques clichés radio que la patiente est bien positionnée. Et ensuite, si tout est OK, on lance le rayonnement qui en eux-mêmes dure vraiment que quelques minutes. C'est totalement indolore, il n'y a pas de contact avec la machine, il n'y a pas besoin d'être à jeun. Une fois que la séance est finie, la patiente rentre chez elle et évidemment pas radioactive, il n'y a aucun danger pour l'entourage. Pendant toute la durée du traitement, on va surveiller l'apparition des effets secondaires, sur lesquels on va revenir juste après. Donc il y a une consultation avec le médecin qui est prévue. Et puis évidemment, en fonction de chaque besoin des patientes, il peut y avoir une consultation avec la diététicienne, psychologue, psychiatre. On a aussi une socio-esthéticienne dans le service. Donc on a toutes ces petites choses qui sont mises en place un peu au cas par cas en fonction des besoins de chaque patiente. En fin de traitement, on prévoit toujours une consultation environ 15 jours après la dernière séance pour un petit peu faire le point sur comment ça s'est passé, la synthèse, remettre le compte-rendu d'irradiation que la patiente aura soigneusement gardé et bien sûr programmer la suite de la surveillance avec les collègues. Alors quels effets secondaires sont liés à la radiothérapie? Donc vous savez, on distingue les effets secondaires aigus des tardifs. Les effets secondaires aigus, ils apparaissent pendant le traitement et dans les 3 mois qui suivent la dernière séance. Donc le premier, et surtout ce qui est important, c'est que les effets aigus liés à la radiothérapie sont tous réversibles. En général, en 4 semaines après la fin de la radiothérapie, ça disparaît. Le premier d'entre eux, c'est évidemment la réaction cutanée, qu'on appelle nous donc radiodermite, et que aussi souvent les patients appellent brûlure.
Donc c'est un terme un peu impropre puisque la radiothérapie, ça ne chauffe pas la peau. Mais c'est vrai que l'aspect de la réaction cutanée, ça ressemble un peu à un coup de soleil. Il peut aller de la petite rougeur qui gratte un peu, hein, jusqu'à des érythèmes beaucoup plus importants et un peu plus, un petit peu plus douloureux pour la patiente, voire des petites zones d'érosion, là comme on voit ici, surtout sous le sillon mammaire, dans le prolongement axillaire aussi, là où il y a des zones de frottement qui sont faits, donc là il peut y avoir des petites zones comme ça et la peau peut peler après. Donc c'est là tout l'intérêt de la surveillance en cours de traitement, puisqu'on vous donnera les conseils, les soins locaux à appliquer, adaptés un petit peu justement au type de réaction. Parce que toutes les patientes ne sont vraiment pas égales face à ça. Ça n'a aucun rapport avec la sensibilité au soleil, hein, parce que ce n'est pas des UV, c'est des rayons X, donc rien à voir. Mais on sait juste que éventuellement, souvent, enfin, les patients qui ont un gros sein vont faire plus de réactions cutanées. Les patientes diabétiques, surtout si le diabète est mal équilibré, ou celles qui fument, ont un peu plus de risques. Mais sinon, c'est vrai qu'on ne peut pas le savoir, on peut pas savoir à l'avance. Donc deuxième effet aussi qui est souvent un peu associé justement à la réaction cutanée, c'est que le sein va gonfler un petit peu en cours de radiothérapie, bon, puis après il dégonfle dans les semaines qui viennent. Beaucoup de patients décrivent aussi une fatigue pendant le traitement, mais c'est surtout lié finalement au déplacement itératif plus que par le traitement lui-même. Et puis quand on traite les aires ganglionnaires autour, autour du sein, on sait qu'il y a l'œsophage qui passe pas loin, donc parfois il peut y avoir une petite irritation de l'œsophage qui peut se traduire par des petits reflux acides, une petite gêne pour manger, qui est vraiment très légère et qu'on peut largement soulager avec des traitements simples. Et enfin, encore plus rare, parfois il peut y avoir une petite réaction pulmonaire inflammatoire qui peut se traduire par une toux sèche, qu'on en général ne traite pas, ou éventuellement par corticoïdes si vraiment c'est symptomatique, mais c'est vraiment extrêmement rare. Maintenant, pour ce qui est des effets tardifs. Donc globalement, les effets tardifs, donc après 3-6 mois après la fin de la radiothérapie, ils sont globalement liés au fait que la radiothérapie sur long terme, ça induit une fibrose des tissus. Pas forcément, mais chez certaines patientes. Une fibrose des tissus, ça veut dire qu'il y a une perte d'élasticité des tissus. Donc le premier d'entre eux, c'est évidemment la peau, donc ce qu'on appelle la fibrose cutanée. Alors en fait, le plus souvent, comment ça se manifeste? Ça se manifeste par une petite asymétrie du sein, c'est-à-dire que le sein qui a été traité et opéré, qui est déjà un petit peu plus petit, avec la perte d'élasticité, il va avoir tendance un tout petit peu à se rétracter, donc on a un sein qui est plus remonté et du coup de volume un peu plus petit que l'autre. Ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Et puis avant, parce qu'on a fait beaucoup de progrès en radiothérapie, mais c'est vrai qu'avant on voyait souvent des rétractions cutanées qui étaient encore plus importantes, notamment au niveau de la cicatrice, où là effectivement on a une vraie rétraction cutanée en garde de tumorectomie. On peut atténuer avec des séances de massage, etc. Mais c'est vrai que souvent, une fois que c'est figé, ça reste comme ça malheureusement sur le long terme. Autre réaction qu'on peut avoir sur la peau, c'est l'apparition de petits faisceaux, là, comme vous voyez, là, qui apparaissent sous la peau, qu'on appelle des télangiectasies. Alors ça, c'est pas du tout grave, hein, ça fait pas mal. C'est juste à titre purement esthétique qu'on peut voir ça, en sachant qu'avec les techniques modernes, on en voit quasiment plus. Hein, c'était surtout à l'époque du traitement par cobalt. Donc, on a aussi ce qui arrive aussi, pareil, de moins en moins heureusement, mais c'est les problèmes d'œdème du bras. Donc ça peut arriver, c'est surtout chez les patients qui ont une grosse atteinte ganglionnaire axillaire, chez qui on a dû faire un curage axillaire, donc enlever tous les ganglions du bras, et chez qui on fait derrière en plus la radiothérapie à ce niveau-là, parce que là, du coup, le drainage lymphatique se fait beaucoup moins bien. Donc les patients qui en général développent pendant les années qui viennent, c'est pas systématique encore une fois, mais un lymphodème qui nécessite des séances de kiné itératives, et surtout le port d'une contention veineuse pour éviter que ça gonfle trop. Autre toxicité, donc c'est la toxicité cardiaque, qui est très rare, mais qui existe, donc il faut quand même en parler. Alors ça concerne bien sûr que les irradiations du côté gauche, hein, à droite il n'y a aucun risque. Et en fait ça dépend évidemment de la dose que le cœur aura reçue pendant le traitement. Donc nous, tout le travail qu'on fait en dosimétrie, c'est vraiment de faire une balistique de traitement pour que le cœur ait vraiment le moins de doses possible. Donc ça on y arrive en général, mais ça arrive parfois que l'anatomie de la patiente fasse que le cœur il est collé à la paroi.
Donc là, on doit un petit peu utiliser des techniques différentes. Une des techniques qu'on utilise dans le service, c'est le blocage respiratoire. C'est-à-dire qu'on va demander à la patiente de se bloquer en inspiration profonde, ce qui va permettre de décaler le cœur et surtout l'éloigner de la paroi. Et donc de pouvoir traiter sans que les faisceaux traversent le cœur et donc de ne pas donner cette dose au cœur qui pourrait induire une toxicité cardiaque. Alors on parle de toxicité cardiaque, en général c'est 10, 20 ans, voire plus après le traitement. S'il y a une toxicité cardiaque, en général, c'est une cardiopathie ischémique, qui est classique, qui est assez rare. Le deuxième point hyper important sur la toxicité cardiaque, c'est qu'en fait, plus que la technique de radiothérapie, ce qui est hyper important, c'est surtout de contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire que le risque, il est surtout lié à la présence de diabète, d'hypertension, de surpoids, de manque d'activité physique, etc. Donc c'est important qu'en fin de traitement, surtout chez les patients qui ont eu justement une irradiation à gauche, de détecter ces facteurs de risque et de les faire suivre et contrôler régulièrement et à vie pour éviter ces effets de toxicité cardiaque. Enfin, donc, je termine juste sur la pneumopathie radique tardive. Là, c'est une petite perte d'élasticité du tissu pulmonaire qui en fait est la plupart du temps complètement asymptomatique et qu'on découvre un peu par hasard parce que la patiente fait un scanner pour autre chose. Vous voyez là, c'est ce type d'image et en fait la patiente elle n'a aucun symptôme. C'est juste qu'il faut qu'elle sache ou qu'elle signale en tout cas qu'elle a eu de la radiothérapie pour pas que le radiologue se pose 36 000 questions. Dans les très rares cas où c'est éventuellement symptomatique, c'est pareil, ça peut se manifester par une petite toux sèche. On peut être amené à donner des traitements par corticoïdes et ça passe très bien. Voilà, je vous remercie de votre attention. Puis si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis le site du service qui reprend un petit peu tous ces points généraux et particuliers sur la radiothérapie.